Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clotilde Maury, je suis chargée de mission inclusion numérique et entreprise à la Mêlée et je suis passionnée par les sujets du numérique responsable. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'introduire à cette table les enjeux de la sobriété numérique pour les entreprises avec les experts qu'on a aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous d'être ici. Alors c'est vrai que la mêlée numérique, c'est vraiment une occasion pour les femmes et les hommes de venir parler de ces sujets du numérique, de ces opportunités du numérique, mais on ne peut pas ne pas parler des opportunités sans parler des enjeux du numérique, enjeux qui soient sociaux, économiques et écologiques. Alors en plus, on l'a vu, clairement, on vient de passer un été qui nous a vraiment montré le changement climatique. La première partie du 6e rapport du GIEC est sortie. Incontestablement, il faut faire des efforts écologiquement. Et d'ailleurs, d'après Greenpeace, c'est 70% de cet effort climatique qui doit être fait par les entreprises et par l'État. D'ailleurs, la plateforme RSE de l'instance gouvernementale a formulé 56 recommandations pour la mise en place qu'on appelle RNE, la responsabilité numérique des entreprises. Alors moi j'aime bien le terme de numérique responsable. Responsable parce qu'aujourd'hui on parle vraiment de responsabilité. On doit assumer nos usages et notre façon de consommer le numérique. Alors les impacts du numérique, effectivement, il faut les connaître et il faut aussi chercher à trouver des solutions qui vont être viables. Et c'est notamment dans le numérique responsable qu'il y a cette notion de sobriété numérique. Pareil, quand on parle de sobriété, c'est un terme qui n'est pas anodin. On doit changer un autre comportement, on doit changer nos habitudes de consommation et d'usage. Alors aujourd'hui, on a la chance parce qu'on va parler vraiment d'actions concrètes au niveau du numérique responsable et au niveau de la sobriété du numérique. Et pour ça, je remercie vraiment Christophe Pham, cofondateur du collectif Good IT, qui va pouvoir animer cette table ronde auprès donc d'Emmanuel Laroche, directeur de la communication à l'Institut du numérique responsable. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alain Marbach, président de IJO et Délé. Ensuite, on a Franck Espalivé, chargé de mission sobriété numérique au SICOVAL, Thierry Pajot, directeur général d'Envoi, et Christophe Bortolazzo, qui est responsable de la recherche de Berger-Levrault. Je vous souhaite une très bonne table ronde et je vous remercie. Merci beaucoup, Clotilde. Donc juste pour clarifier, Good IT, c'est un collectif de professionnels toulousains impliqués dans le numérique responsable et qui a pour objectif de sensibiliser et de partager autour des thématiques du numérique responsable. On était 3 il y a 1 an, on est 35 et la porte est évidemment grande ouverte à tous les professionnels qui ont un intérêt pour ce sujet. Alors moi aujourd'hui je suis vraiment très touché par le fait que la mêlée ait pris à bras le corps le sujet du numérique responsable et de la sobriété. Je suis aussi très touché par le fait que on est 5 intervenants de très grande qualité et très impliqués dans leur quotidien. Et je fais un vœu que, à travers cette table ronde, des actions puissent naître dans vos organisations. Et vous allez voir qu'on a des exemples extrêmement inspirants. Alors rapidement, les enjeux de la sobriété numérique, je vais rien vous apprendre, je pense que vous le savez déjà, mais c'est déjà 4% des gaz à effet de serre. Le Shift prévoit que ce soit 15% des gaz à effet de serre. C'est des ressources minérales qui sont de moins en moins atteignables et de plus en plus en raréfaction. Et donc on estime par exemple que pour ce qu'on appelle la croissance verte, on va extraire en 35 ans autant que ce qu'on a extrait depuis l'Antiquité. Donc ça fait, c'est pas rien comme impact. Ensuite, le numérique, c'est aussi un impact sur les ressources hydriques qui sont déjà très, très sollicitées. Et le numérique, c'est aussi, en termes d'électricité, aujourd'hui, on l'évalue à 6% avec une croissance permanente. Donc l'enjeu de la sobriété, il est réel. Et de là, de ce constat, moi j'ai envie de te poser une question, Emmanuel. Est-ce que finalement, tu crois qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que c'est durable, notre façon de consommer le numérique et de développer le numérique? C'est bon. Ouais.
Je sais pas si, tu fais bien de préciser que le numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'il évolue, c'est-à-dire 4% des gaz à effet de serre et en croissance de 6 à 8% par an, non, ça n'est pas durable. Qu'est-ce que nous dit le rapport du GIEC de cet été? Il nous dit qu'on devrait faire le contraire, c'est-à-dire qu'on devrait réduire de 6 à 8% par an pour être compatible des accords de Paris. Donc ça permet de mesurer les efforts. En 2020, rappelons qu'avec tous les confinements qu'on a connus, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de cet ordre-là, de 6 à 8%. Et ça n'était absolument pas durable. En 2021, on revient au même niveau qu'en 2019. Donc il faut trouver des impacts qui soient capables de faire ces 6 à 8% par an. Donc tous les ans, il faut trouver quelque chose qui vienne se cumuler aux économies qui ont été faites avant. C'est pas je le fais une bonne fois et puis ça reste. Donc voilà, 6 à 8% de croissance alors qu'il faudrait faire le contraire. Sur les ressources, prenons un smartphone. Dans un smartphone, on a 50 à 60 éléments mixés dans quelques centimètres cubes. Comment est-ce qu'on recycle ça? On ne recycle pas. Donc le résultat de ça, c'est qu'on peut prendre quelques terres rares, quelques métaux rares. Le lithium en Europe, taux de recyclage effectif issu des chiffres européens, 0%. Gallium, indium, que l'on a dans toutes les applications optroniques, sur la fibre, sur nos écrans, 0%. Néodyme, qui est une des terres rares, 1%. Donc clairement, avec des taux comme ça, on va épuiser une ressource et l'informatique que l'on croit immatérielle est très matérielle et très dépendant. Souvenons-nous, en sortant des métaux, souvenons-nous de ce qui s'est passé avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Personne ne connaissait cette compagnie il y a un an. Maintenant, tout le monde la connaît. Parce que sécheresse sans précédent à Taïwan, on n'est plus capable de sortir les Peugeot, on n'est plus capable de recevoir nos PC chez Airbus. Donc non, ce n'est pas durable tel qu'on le connaît, ça n'est pas durable. On a même un système qui est relativement vulnérable et on n'en est pas si conscient que ça. Donc on le croit très résilient, il n'est pas si résilient que ça. Donc il existe un avenir pour l'IT, très clairement, mais ça va passer par une remise en question profonde et ça va passer par davantage de sobriété. Merci beaucoup Emmanuel. Donc ayant dit ça, on peut imaginer qu'il y a peut-être des choses à faire, des premiers pas. Toute entreprise peut se dire quel premier pas je peux faire. Et là-dessus, Franck, je crois que côté Sicoval, ces premiers pas, vous les avez faits. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, effectivement, on a mené plusieurs actions. Souvent, quand on parle numérique, on parle DSI quand on parle numérique responsable aussi, nous, Sicoval, on ne fait pas la distinction. Enfin, dans le numérique responsable, il y a la partie sociale et la partie environnementale qui sont intimement liées. Il faut toujours quand même bien le répéter. Côté DSI, alors la DSI, souvent, on se dit c'est eux qui sont concernés. Mais non, bien évidemment, on est tous utilisateurs numériques. Dans les organisations, toutes les divisions, tous les services utilisent du numérique. Et donc, on est en face d'une problématique transverse, entièrement transverse, et on parle même de problématiques systémiques, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde au-delà de la DSI. Et par rapport à ça, la DSI souvent, et autour, les gens qui sont autour doivent être premièrement sensibilisés, je dirais même conscientisés. Donc ça va passer par de la formation, ça va passer par suivre des MOOC, il y en a deux bien connus à l'INR, ça va passer par aussi des ateliers, et on fait des ateliers en interne par exemple au Sicoval pour sensibiliser les agents, et ça va aussi passer par un atelier qui est intéressant qui s'appelle la fresque du numérique, qui est la petite sœur de la fresque du climat, qui est aussi très pédagogique et qui permet en 3 heures de vraiment conscientiser. Et donc il ne faut pas hésiter, c'est un très bel outil. Alors je parlais d'être sensibilisé, d'être conscientisé, mais ici aussi il faut être exemplaire, c'est-à-dire qu'il faut que la DSI et l'ensemble des gens qui utilisent le numérique aient bien conscience de l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire bien se poser la question du besoin, bien se poser la question de l'achat associé à ce besoin, bien se poser la question de l'usage que l'on en fait et du déchet que ça va devenir. Donc on a tendance beaucoup à être dans l'usage aujourd'hui, à ne pas savoir où c'est fabriqué, à ne pas se poser la question, à ne pas savoir ce que ça devient au final, le déchet que ça va générer, parce que ça va être un déchet. Et donc ça c'est assez important. Donc il faut désiloter, il faut que le numérique concerne tout le monde, et nous au Sicoval on a fait le choix de définir des ambassadeurs dans les différentes directions qui sont capables d'aborder un sujet tel que, aujourd'hui, on travaille beaucoup entre les achats et la DSI pour bien définir le besoin, savoir comment on peut acheter, avec qui et comment. Et donc, il faut bien être conscient de ces enjeux-là.
Voilà. Merci beaucoup Franck, c'est très clair, donc sensibilisation, formation, et ça c'est aussi valable dans les équipes de développement, et notamment au niveau de l'éco-conception. Et là-dessus, je crois que Christophe, côté Berger-Levrault, vous avez fait des grandes avancées en la matière. A beaucoup parlé du matériel sur le numérique, à juste titre. C'est là que viennent les plus grands problèmes, en tout cas, de recyclage et de consommation. Mais il y a une chaîne de conséquences qui vient aussi avec le logiciel en bout de course. Et donc, il faut aussi amener quelque part nos développeurs, nos architectes, à réimaginer la manière dont ils vont concevoir du logiciel pour qu'il soit moins consommateur, moins énergivore en termes de ressources, de calcul, de mémoire et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Nous, on a commencé à regarder quels pourraient être les gains. Et il y a des gains qui sont potentiellement astronomiques, astronomiques sur les ressources qu'on peut exploiter dans le cloud si on se met à réfléchir intelligemment, à faire preuve d'astuce de développement sur le nombre de consommations de machines virtuelles, de serveurs qu'on va être amené à consommer. Moi, j'aimerais juste donner un exemple qui m'avait marqué. C'est un exemple qui avait été posé chez Facebook il y a quelques années. Facebook s'était amusé à prendre leurs serveurs qui étaient écrits en PHP, bref, et à les amener vers le traduire vers des langages plus bas niveau. On parle de 30 000 machines virtuelles, et ils avaient estimé qu'ils arrivaient à réduire de 50% le nombre de machines virtuelles, de serveurs dont ils allaient avoir besoin, ce qui correspondait in fine par an à une économie entre 100 et 300 millions de dollars. Donc il y a un effet concomitant et qui est extrêmement intéressant sur le développement logiciel entre les efforts qu'on peut faire en termes de réflexion, d'architecture, de développement pour être moins consommateur et les gains derrière. Donc il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ce qu'il faut ajouter, et c'était dit avant, et moi je rejoins complètement cela, il y a aujourd'hui un problème de formation au niveau des développeurs. Par contre, il faut leur donner les outils, que ce soit les outils intellectuels ou les outils les guides de bonne pratique pour les amener à imaginer et à fabriquer des logiciels qui soient plus frugaux par nature. Et ça se fait dès l'amont, ça se fait dès la création d'une nouvelle application, d'un nouveau service, d'une nouvelle page web. Il n'y a pas de petites économies. C'est le gain de tout ça qui nous permettra derrière d'avoir des effets de marge et de consommer beaucoup moins et d'arrêter de faire des obésiciels. Super, merci. Et effectivement, par rapport à ça, la loi Rennes là, qui rend obligatoire dans tout l'enseignement supérieur et notamment les écoles d'ingénieurs l'éco-conception, elle va permettre de voir arriver des développeurs qui seront déjà formés. Et tu évoquais le cloud, et souvent le cloud c'est évoqué comme une évidence environnementale. En fait, migrer vers le cloud, c'est souvent on dit bah oui, c'est environnementalement parlant, c'est une bonne idée. Alain, je crois que tu voulais nous éclairer sur le sujet. Oui, donc bonjour à tous. Alors, on peut dire en première approche que aller vers le cloud, c'est bon. Et maintenant, on va faire un peu de détails. On peut dire que dans, disons, une VM avec un vCPU basé en France sur un serveur moyennement chargé dont on se sert toute l'année, donc ça veut dire qu'on ne va pas utiliser le processeur vraiment tout le temps, on va être à un ordre de grandeur qui va être de l'ordre de 10 kg de CO2 par an pour cette vCPU. Si on regarde ce que c'est que l'empreinte d'un serveur à la conception, entre 300 kg et 1 tonne, et sa consommation par an, ou sur l'ensemble du cycle de vie, entre 1 tonne et 10 tonnes, clairement on voit que si l'application a juste besoin d'un vCPU et dans le cloud, vu de loin, c'est bien. Il faut quand même travailler un peu plus en détail. Si on part d'une électricité décarbonée en France, vers une électricité carbonée à 400 grammes de CO2 le kWh en Virginie chez AWS, on va absolument dans le mauvais sens. Voilà. Si on a le moyen d'avoir une vCPU qu'on éteint, et je pense que dans les nouvelles règles de conception, ce qui va changer avec le cloud, ou ce qu'on doit faire de toute façon à cause de la transition climatique, c'est réfléchir beaucoup plus les modes de marche. Moi, je venais de l'informatique temps réel, et quand je suis arrivé dans l'informatique de gestion, j'ai été très très surpris du fait que les modes de marche, on ne s'en occupe pas. Or, il faut éteindre et allumer. C'est des machines de formation, on les éteint. C'est des machines de prod, on fait de l'autoscaling. Voilà. Et donc, c'est designer l'application en même temps qu'on réfléchit à ces modes de marche. C'est quelque chose qui est nouveau et qu'on va devoir faire. Voilà. Si vous allez
Si vous avez des machines très peu chargées chez vous, donc 3 vCPU par CPU par exemple, physique, oui, aller dans le cloud et prendre des petites machines chez OVH ou chez quelqu'un qui est sur de l'électricité décarbonée, c'est excellent. Si par contre vous êtes déjà en France avec des machines bien chargées à 6, 8, 10 vCPU par CPU, voire en foisonnant encore davantage avec du DevOps, clairement, aller dans le cloud et donner 90% de votre argent à AWS pour autre chose que la vCPU, de façon à financer les prochaines vagues technologiques, c'est sûrement bien, mais il faut savoir que vous allez dans une direction qui est étrange, quoi, hein. Si vous donnez de l'argent à SAP, chez SAP, c'est 15 tonnes de CO2 par personne. Voilà. Chez Oracle, on est à 6 tonnes. En France, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont à 2-3 tonnes de CO2 par personne. Voilà. Super, merci Alain pour cet éclairage. Du coup, on voit qu'il y a des façons et des premiers pas à faire, et le cloud n'est pas forcément la solution idéale. En revanche, dans la sobriété numérique, enfin, en tout cas dans l'impact environnemental du numérique, c'est la fabrication qui revient comme le principal responsable. On dit que c'est 70% de l'impact environnemental. Et du coup, ça nous pose la question de savoir finalement qu'est-ce qu'on fait de nos matériels. Est-ce qu'on achète forcément du neuf ou est-ce que finalement des solutions de reconditionnement n'ont pas une logique, notamment pour les entreprises? Et là-dessus, Thierry, je crois que tu as une offre sur la région en plus. Bonjour à tous. Effectivement, donc, Envoi, Insertion et Handicap est un petit artisan de ce monde du numérique responsable, dans le fait que nous sommes essentiellement un reconditionneur. On va auprès de grandes entreprises récupérer leurs PC plutôt en fin de lease. Voilà, donc des PC qui ont entre 3 et 5 ans. Ils vont passer dans les mains de collaborateurs qui sont eux-mêmes en insertion. Donc c'est-à-dire qu'on va offrir du travail avec une vertu sociale non négligeable à ces personnes-là, en leur mettant le pied à l'étrier du monde du numérique. Et à la sortie, nous allons pouvoir vendre, puisque c'est bien là le mot, vendre des PC reconditionnés. L'avantage d'avoir une filière amont qui vient de grandes entreprises, c'est qu'on récupère des PC au bout de 3 à 5 ans qui sont des véritables Ferrari. Et moi je dis souvent aux gens qui hésitent, pourquoi acheter une 2 chevaux neuve quand vous pouvez avoir une Ferrari d'occasion pour le même prix? Et c'est vraiment des Ferrari d'occasion. Vous pouvez en voir effectivement ici à la mêlée, puisque j'en ai prêté pas mal. D'accord, et ce sont vraiment des belles machines. Et le fait d'utiliser ces Ferrari d'occasion, tout simplement, lorsque vous achetez un PC d'occasion, vous n'en achetez pas un neuf. Et ne pas en acheter un neuf, c'est faire sensiblement l'économie de 350 kg CO2 pour des machines modestes, j'aurais tendance à dire. Je ne parle même pas de grosses machines, hein, pour des machines relativement modestes, votre PC portable traditionnel. Donc vous faites finalement du bien à tout le monde. Vous faites du bien à la planète en achetant du reconditionné, puisque vous allez faire cette économie dans la fabrication. Vous faites un bien social aussi, parce que vous allez mettre à l'emploi des personnes derrière qui vont pouvoir rebondir. Et je pense qu'à performance égale, vous faites en plus pour vous-même une belle économie. Alors nous, notre filière, elle est complète, dans le fait que l'on va reconditionner le maximum de machines. Et malheureusement, il y a des machines qui ne sont pas reconditionnables. Et donc, ces machines, elles vont partir dans une filière dite de D3E, déchets des équipements électriques et électroniques. Et nous, on a voulu que cette filière, elle soit la plus vertueuse possible. Alors, dans vertueux possible, ça sous-entend qu'on fait des efforts, mais qu'on ne va pas tout seul, en petit artisan, pallier à tous les défauts qu'a dénoncé Emmanuel en introduction. Donc on va, nous au moins, garantir une chose, c'est que les machines que l'on va déconstruire, puisqu'on va déconstruire des machines, elles ne vont pas se retrouver sous les pieds des enfants quelque part dans un pays sous-développé. Donc on va tout simplement déconstruire, mettre l'alu d'un côté, les cartes ailleurs, les disques, etc. Et on va trier chaque matière et trouver des filières aval, cette fois-ci, qui vont permettre de manager, de bien trier et de bien utiliser, et dans la mesure du possible, de revaloriser ces matières au maximum. Donc aujourd'hui, les mécanismes de récupération des terres rares sont faibles. Par contre, on arrive quand même à récupérer des métaux précieux, des choses de ce type-là, avec beaucoup de main-d'œuvre, avec beaucoup de travaux
qui sont de moins en moins chimiques, mais qui le restent encore, donc avec quand même peut-être quelques pollutions résiduelles. Super. Merci beaucoup Thierry. Du coup, on voit que les entreprises ont des possibilités d'agir dans leur propre organisation. Mais le débat, il n'est pas juste en interne. Il faut aussi l'étendre. Et c'est un peu tout l'enjeu de la RSE, c'est de faire participer les parties prenantes, et notamment les fournisseurs. Et dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. Il y en a une notamment dans laquelle l'INR et Emmanuel ont été très impliqués. C'est la rédaction d'un ouvrage de référence à destination des acheteurs dans le numérique responsable. Est-ce que, Emmanuel, tu peux nous en dire plus ? Oui, dans le cadre des travaux de l'Institut du numérique responsable, il y avait un guide des achats numériques responsables qui avait été rédigé, qui a été repris par la DINUM, la direction interministérielle du numérique, donc qui réfère au Premier ministre, qui a repris ce document, qui l'a enrichi, qui l'a rendu applicable au service public, mais malgré tout en gardant en tête qu'il pouvait être utilisé par le secteur privé. Donc il est applicable pour les deux. Donc là, on a des équipes qui ont défini, qui ont repris quels sont les écolabels qui permettent de prendre en compte tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le cycle de vie complet du service numérique et des équipements qu'on achète. Donc il y a des écolabels qui sont préconisés comme TCO, comme EPIT, qui ne sont pas que des labels énergétiques, mais qui prennent bien en compte la fabrication des équipements et leur fin de vie. Donc ce guide, il est mis en ligne par la direction interministérielle du numérique, et après, les entreprises peuvent l'utiliser pour influencer leur chaîne de valeur, amont comme aval, donc ses fournisseurs comme ses clients. Et c'est ce qui a été fait chez Airbus. On a lancé ce qu'on appelle un Request for Information. Donc il y a des appels d'offres qu'on appelle des Request for Proposal. Et en amont, il y a des Request for Information qui permettent d'aller prendre la température du terrain, d'aller informer nos fournisseurs qu'il va y avoir des nouvelles exigences à venir dans les cahiers des charges et qu'ils s'y préparent. Et donc on les a informés, mais on leur a demandé en plus de répondre à des questions ouvertes pour évaluer leur maturité, en disant que voilà, on les encourage, on est revenu vers eux en leur donnant le retour de notre évaluation. Il y a eu un échange. On les encourage à sécuriser leurs points forts, à s'améliorer sur les points faibles. Et cette influence-là, je rappellerai que pour toutes les organisations qui sont certifiées ISO 14001, influencer sa chaîne de valeur, c'est une exigence de la 14001. Donc vous avez si vous êtes dans cette démarche-là, vous avez l'obligation d'aller chercher vos fournisseurs et vos clients pour les engager dans un processus d'amélioration. Alors après, on n'a pas toutes les réponses dans ce guide non plus. On a encore des axes d'amélioration. Le réseau, par exemple, on ne sait pas préconiser aujourd'hui d'écolabels sur le réseau. Donc c'est quand même assez surprenant, mais il y a un énorme boulot à faire sur la partie réseau. C'est bien d'avoir des bonnes pratiques. Encore faut-il pouvoir mesurer leurs effets. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas. On n'est pas capable de dire, si vous respectez tel écolabel, voilà la différence par rapport au fait de ne pas le faire. Et ça ne va pas aider à convaincre les décideurs. Donc il y a encore pas mal d'axes d'amélioration à mettre en place. Et puis un des axes d'amélioration aussi, ça va être de traduire ce document en anglais de manière à aller chercher l'Union européenne et de manière à donner une dimension internationale à ce sujet qui le mérite largement. Super, merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, les acheteurs aujourd'hui sont clés. C'est un accélérateur de la propagation de la sobriété numérique. On a vraiment besoin qu'ils soient formés, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient formés et qu'ils utilisent cet ouvrage de référence, qui va forcément vivre, mais qui est déjà très complet. En tout cas, à mon point de vue. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il y a des possibilités pour les entreprises de faire des premiers pas, d'aller plus loin, même avec de l'éco-conception, de faire intervenir les parties prenantes. En revanche, et c'était un peu là-dessus qu'on a commencé, l'impact du numérique qui continue à augmenter. Toutes les organisations, elles ont un impact qui ne cesse d'augmenter, et on en vient à un sujet qui est clé, qui est le sujet de la mesure, qui est vraiment important. Et peut-être pour démarrer sur ce sujet clé, peut-être Alain, est-ce que tu peux nous en parler ? Donc nous, chez Elé ou chez IJO, on recrute des gens qui vont faire des inventaires. Donc, parce qu'effectivement, la mesure, ça commence par faire des inventaires. Et je trouve que
des travaux faits les 3-4 dernières années, notamment en France. Hein, on parlait de gens à Rennes, de gens à Nantes, de gens à La Rochelle, de gens à Montpellier, de gens à Toulouse. Il y a énormément de briques. Et en fait, on a maintenant le moyen de faire une empreinte carbone de toute une DSI ou toute une ESN qui est plutôt solide. On va prendre les PC, on trouve pas mal de choses. On va prendre les serveurs, c'est plus difficile, mais on trouve. On s'est, nous, beaucoup engagés pour comprendre l'impact du cloud. Microsoft, AWS et évidemment Google sont un peu hésitants. Si vous allez dans le Google Cloud Region Picker, là, vous pouvez choisir votre région et vous allez voir l'impact carbone de l'électricité. Il n'y a pas encore le serveur, il n'y a pas encore tout ça. Il y a des enjeux énormes pour eux parce que si vous commencez à vous donner les vraies valeurs, vous allez savoir quel est leur taux de virtualisation. Donc combien de fois vous payez la machine par rapport à le faire chez vous, quoi, hein. Vous allez savoir dans quelle région il est, et comme le disait un des fournisseurs de cloud, non, mais on ne va pas vous dire dans quelle région est votre VM, parce que sinon vous allez choisir que les régions décarbonées. Ben oui, mon vieux, c'est ça l'enjeu, quoi. C'est bien ça qu'on veut faire. Donc il faut qu'on s'y mette. On ne pense pas assez à l'impact du software et du SaaS. Le software, le SaaS d'abord, c'est beaucoup plus gros que le cloud. C'est-à-dire le cloud, IaaS, PaaS, façon OVH, Google, c'est disons un peu moins d'une centaine de milliards de dollars. Mais par contre, le SaaS, on est déjà à 200 milliards de dollars. Et l'impact du logiciel, enfin le logiciel et le SaaS, c'est à peu près 25% de la dépense de la DSI. Et là, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une révolte des grands clients. Les grands éditeurs de logiciels ont parfois été sérieux. Ils ont leur bilan carbone sur le Carbon Disclosure Project, donc le grand site international de référence. Et on voit qu'Oracle a une certaine note d'un certain niveau et que certains sont très en retard, quoi, hein, voilà. Google est très en retard, par exemple. Voilà. Et puis après, il va y avoir les équipes. Est-ce que je suis en offshore avec de l'électricité plein carbone en Inde, voilà, ou relativement carboné au Maroc, ou est-ce que je suis en France, ou est-ce que je suis... Et là, c'est pas drôle. Atos est relativement sérieux avec un bilan carbone en Inde, où on voit qu'on est à 5 tonnes par développeur, alors qu'en France, on peut tourner à 2 tonnes par développeur, voire moins si vous êtes dans les locaux du client. Donc aujourd'hui, juste pour finir, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire la mesure de toute une DSI, on peut faire la mesure de toute une application, et donc on peut répondre à ces deux questions, où j'en suis, comment je réduis, j'ai une nouvelle idée applicative ou d'infrastructure, qu'est-ce qu'elle peut devenir? Il manque des morceaux, il y a encore du travail, et je suis un peu fâché quand les gens essayent de garder la copie sur des informations quantitatives. Je pense qu'on n'a plus le temps, il faut qu'on partage les valeurs auxquelles on croit, et que par contre chacun paye les efforts qui sont les inventaires, la réflexion, le plan d'action. Oui, parce que ça c'est du boulot, c'est vraiment du boulot. Super, merci Alain. Donc ça veut aussi dire qu'en tant que client, on doit être exigeant vis-à-vis de ses fournisseurs pour leur demander des comptes sur le bilan carbone. Ok, super. Et du coup, côté, on parlait d'outils de mesure, à quel point cette mesure elle est essentielle pour éviter d'avoir des coups d'épée dans l'eau. Je crois que côté Berger-Levrault, vous êtes parti sur une solution de l'INRIA. Est-ce que tu veux nous en parler, Christophe ? Oui, bien sûr, je peux en parler. Je rejoins absolument tout ce qui a été dit avant. Bien sûr, je crois même qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je mets aujourd'hui au défi n'importe qui de me dire exactement ce qui se passe et quelle est la consommation en kilowattheure de ce qui se passe quand vous lancez une application ou vous appelez un service depuis votre mobile ou depuis une page internet. C'est atrocement compliqué de mesurer tout ça. Nous, on a commencé à regarder chez Berger-Levrault, bien sûr, depuis un moment. On a travaillé notamment cette année avec GreenSpector et EasyVert pour faire la mesure de plusieurs de nos services. Et ils font un travail formidable. Voilà, donc bravo à eux, mais il faut aller encore plus loin. Moi, ce que j'aimerais pouvoir faire, ce que j'aimerais pouvoir mettre entre les mains de nos architectes, de nos lead dev, c'est des outils qui leur permettent de mesurer en temps réel ce qui se passe et les impacts de leur choix de code, d'architecture, de déploiement dans l'infrastructure en termes d'émissions de gaz à effet de serre et évidemment de kilowattheure. Et ça, on ne sait pas encore bien le faire. On ne sait pas encore bien le faire parce que ça nécessite de monitorer absolument toute la chaîne à la moindre ligne de code jusqu'à ce qui se passe derrière sur les serveurs. Donc, en tout cas, c'est un travail de recherche que nous, on a engagé,
qu'on poursuit. On est partenaire de l'INRIA depuis plusieurs années et on se rapproche d'eux sur ces sujets-là. Il se trouve qu'à l'INRIA, ils ont une solution qui est assez intéressante qui s'appelle Power API, qui, si je ne dis pas de bêtises, devrait être déployée notamment chez OVH dans quelques temps pour mesurer la consommation énergétique des machines virtuelles sur les serveurs. Voilà, donc c'est une première étape à faire et il y a encore toute une batterie d'outils à développer. Donc là, on a des prémices qui en plus, pour le coup, là je parle de l'INRIA, sont françaises, donc souveraines, allons-y. Mais il y a encore plein de choses à imaginer, ça c'est sûr. Ok, donc on a quand même, on peut noter, hein, on a parlé d'EasyVert, on a parlé de Green Spector, on a parlé de cette solution développée par l'INRIA. Il y a des outils, de plus en plus, il y a un écosystème et la France est en avance. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à aller discuter avec ces éditeurs qui sont des éditeurs très engagés. Toujours côté mesure, c'est aussi intéressant de voir un organisme public comme le SICOVAL est aussi capable de partir sur la mesure et de lancer des actions dans ce sens. Franck Oui, effectivement, on travaille à ça et je suis assez d'accord avec je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On s'aperçoit qu'il manque il manque les outils, quoi. Il manque plein de choses. Et donc, malgré tout, il faut agir. Malgré tout, il faut faire des choses. Alors, nous, on a fait un choix aujourd'hui, par exemple, de travailler avec l'outil qu'a sorti l'INR, qui s'appelle Winner, parce qu'on pense que c'est sur une démarche du long terme, c'est-à-dire le but est de pouvoir tous les ans réactualiser ce type d'outils, ce type de travail, et surtout que c'est un outil qui est très ouvert à plein de structures différentes. Et justement, de ne pas rester dans l'univers des collectivités ou dans l'univers des entreprises privées et de pouvoir échanger. Et encore, je disais tout à l'heure, désiloter, mais décloisonner, c'est la même logique. Donc on croit à ça. On a réfléchi aussi au bilan carbone DSI, par exemple, mais c'est très compliqué parce que il faut le faire, si on le fait régulièrement, il faut le faire dans les mêmes conditions, un peu par les mêmes acteurs, mais c'est même par les mêmes acteurs avec les mêmes hypothèses, sinon on se trompe. Donc voilà, et moi, ce qu'on essaye de faire aussi au SICOVAL, c'est de faire ses propres outils. Allons-y, quoi. N'ayons pas peur, prenons nos propres mesures, établissons nos propres indicateurs avec des choses robustes, transparentes, qu'on sait complètement maîtriser, et puis au moins on les a. Et on a, à un moment donné, on a une image à un instant T, puis on va travailler dessus et on va pouvoir continuer. En attendant que, peut-être, justement, en étant toujours intéressé par les outils qui vont sortir, mais déjà avoir ses propres indicateurs et des choses auxquelles on a confiance, qui sont complètement transparentes. Ça, faut pas hésiter, faut y aller, quoi. C'est pas très compliqué à faire, hein. Un fichier Excel et puis on commence à prendre les bonnes infos et c'est parti. Et je voulais finir par un peu aussi puisque dans le diagnostic qu'on a fait au SICOVAL, on s'est aperçu qu'en fin de compte, quand on s'élève par rapport au numérique, on peut dire d'une chose, et je reprends un concept, quelque chose qui est de la Grèce antique, venant de Platon, qui a été repris par Bernard Stiegler, un philosophe qui a beaucoup travaillé sur le numérique, en disant que le numérique, c'est un pharmacone. Un pharmacone, c'est-à-dire que le numérique, c'est à la fois le remède et le poison. Et aujourd'hui, c'est à nous d'agir pour que savoir, parce que le remède peut devenir le poison et le poison peut devenir le remède, c'est à nous de trouver l'équilibre. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ce numérique-là. Parce qu'aujourd'hui, en plus, le côté poison du numérique, il est addictif. On est dans une société où il faut prendre du recul par rapport à nos usages au quotidien, et on a des acteurs qui sont très, très puissants et qui jouent pas le jeu, qui sont le pied sur l'accélérateur, alors qu'il faudrait justement un peu comment on fait pour trouver cet équilibre. Il faut réfléchir, il faut se poser, et je pense que c'est ça c'est intéressant comme réflexion, quoi, de dire qu'est-ce qu'on veut de notre numérique avec notre numérique demain, et c'est nous qui choisissons. Merci Franck. Donc, je note que tu n'es pas un fan du bikini connecté ni des couverts connectés, hein. Et peut-être sur la mesure, j'aurais aimé peut-être entendre Emmanuel avant de passer la parole à Thierry, plutôt pour revenir sur la partie déchets. Emmanuel, je sais que tu as été très impliqué tu as poussé la réflexion assez loin sur la partie mesure. Est-ce que tu veux partager certaines informations
Alors sur la mesure, voilà, pour les organismes ou pour les entreprises, on peut travailler déjà sur la mesure de ces émissions directes, c'est-à-dire ces consommations énergétiques. Le facteur d'émission, on le connaît par pays. Voilà, on peut prendre en compte un certain nombre de renouvelables qui a quand même toujours un contenu carbone. Donc voilà, il y a des outils qui sont faciles à mettre en œuvre sur les impacts directs. Sur les impacts indirects déjà, quand on va aller demander à son cloud provider quel est le contenu CO2 du service qu'il nous a rendu, il vaut mieux prendre de l'élan. Voilà, c'est pas toujours évident. Et si en plus il y a un chiffre qui est donné en CO2, en général on a peu de moyens d'aller le vérifier, quoi. Ils ne donneront pas l'énergie, ils ne donneront pas l'architecture informatique, etc. Donc allez, tout vérifier, savoir comment sont faites les redondances et compagnie. Il y a encore beaucoup de boulot de transparence dans ce nébuleux cloud. Et pareil pour le réseau. Savoir quelle est la part du réseau quand je transfère mes données à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on a un petit peu de mal à le dire. Donc ces étapes-là, elles sont nécessaires pour avoir une mesure de l'empreinte au niveau du service numérique en raisonnant cycle de vie. Et ça, c'est vraiment ce que va voir l'environnement, et c'est ça qui va contribuer au réchauffement climatique. Donc on est obligé de passer par la mesure directe pour commencer, parce que ça va faire partie des entrées pour pouvoir aller plus loin. Mais ça n'est pas suffisant, c'est nécessaire et non suffisant. Donc là, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été mis en place, qui ont été partagés récemment au sein de l'INR, et on pourra se retrouver d'ailleurs pour les repartager à l'occasion bien volontiers. Il n'y a pas aujourd'hui de Yuka du numérique. Donc on peut aller scanner dans son supermarché et connaître le taux de gras de ses céréales préférées, mais on n'a pas le taux de gras de nos services numériques aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelques chiffres, on sait que Windows, c'est pas pour fustiger Microsoft, hein, entre Windows 3.1 et Windows 10, on multiplie, même pas 7, on multiplie par 115 la puissance informatique requise. Moi, je suis désolé, hein, on peut revenir à Windows 3.1 avec le Word de l'époque et l'Excel de l'époque, je vais m'en débrouiller. Donc le service n'a pas été multiplié par 115, c'est pas vrai. Donc il y a vraiment, je connais peu de secteurs où on est capable d'aller faire un régime pareil. Vous ne ferez pas ce régime-là sur l'éclairage. Même si on peut faire plein de choses sur l'éclairage. Donc il y a vraiment, la question de la mesure est centrale, et on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, mais il y a quand même des travaux remarquables qui ont permis d'arriver à avoir la copie dans son ensemble, les 4% de gaz à effet de serre, etc. Maintenant, il faut passer au niveau micro, et ça, c'est pas facile. Peut-être pour terminer, on a fait un tour d'horizon et on a effleuré un peu le sujet des déchets, et pourtant c'est un sujet qui est très brutal, qui fait très mal en image, et pourtant il y a des solutions qui existent. Donc je sais que Franck, toi tu souhaiteras peut-être t'exprimer là-dessus aussi, mais Thierry, là toi tu as des solutions pour les entreprises, pour qu'elles ne se retrouvent pas en difficulté vis-à-vis de la loi. Quelles sont-elles? Parler de solutions sur le D3E et les différentes offres que l'on peut proposer. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel. Et je pense que tous, là, individuellement, on peut mener nos actions, mais c'est peut-être ma fibre sociale, mais je pense qu'ensemble, on est meilleur. Et je vais donner un exemple. Voilà, avec 3 des acteurs que nous sommes ici sur les 5, c'est déjà pas mal. Je suis allé voir les mairies de mes communes environnantes. Je connais pas mal d'élus à côté. Et je suis allé les voir en leur disant « je vais te vendre des PC d'occasion ». Et là, d'accord, d'un seul coup, ils m'ont tous dit « ah non ». Et je leur dis « pourquoi ?» « ah ben, on a un logiciel Berger-Levrault ». J'ai dit « et alors ? Quel est le problème ?» « ah mais nous, c'est l'intégrateur du logiciel Berger-Levrault qui nous vend les PC parce qu'on ne veut pas être emmerdé. » Et j'ai dit « mais tu ne seras pas plus embêté avec les miens, et qui c'est l'intégrateur ?» Et donc là, on s'aperçoit que finalement, si on avait chassé ensemble, donc je pense au Sicoval, sur les communes du Sicoval, avec Berger-Levrault, et si on avait en amont travaillé ensemble, on serait peut-être resté à Windows 3.1, d'accord ? Et parce que vous avez fait de l'éco-conception, donc vous sauriez dire, non, utilisez encore vos vieilles machines, d'accord ? Et avec l'aide, effectivement, des pouvoirs publics, des institutions, pouvoir porter ce bon message. Et je pense qu'ensemble, on doit pouvoir faire quelque chose de ce type-là et être meilleur. Et on pourra continuer séparément à se battre, mais si on se bat ensemble, on va convaincre beaucoup plus de monde. Et je pense que c'est un bon exemple, et sans jeter de pierre à personne, surtout pas aux petits élus que je suis allé voir qui voulaient le minimum d'ennui possible avec ces différents logiciels. Voilà, et qu'on peut bien comprendre. Hein.
Voilà. Donc c'était juste pour rebondir sur cet aspect-là, et je pense qu'on doit pouvoir travailler là-dessus. Après, sur les déchets, effectivement, nous, on s'est aperçu de quelque chose, c'est la grande majorité des PME, voire ETI, ne se posent pas la question. Voilà, ils ont des directions de services informatiques, ils ont souvent de la place, et ils ouvrent des placards, et puis ils entassent, et puis ils entassent, et puis ils entassent. Et puis le jour où ils ont besoin de cette place, ou que le placard est vraiment trop plein et qu'ils n'ont plus de place ailleurs, ils vont siffler un gros faiseur, je ne vais pas les citer, d'accord, qui va amener une benne. Donc on va payer la benne, on va immobiliser cette benne pendant quelques semaines, quelques jours peut-être seulement, et puis on va remplir cette benne, et puis cette benne va partir au broyeur, et puis naturellement l'alu, le cuivre, les piles, parce que les piles seront restées dedans, vous pouvez être tranquille, donc tout ça va bien se mélanger, et on va faire une belle soupe bien polluante. Nous, on a voulu se dire, ces PME, d'accord, au lieu qu'elles entassent, on va leur offrir une solution. On va faire donc un chariot qui a gagné le prix de l'innovation numérique ici à la Mêlée il y a déjà 3-4 ans. Voilà. Et ce chariot, il est connecté pour des objets déconnectés. Donc l'idée, d'accord, c'est surtout n'entassez pas. C'est remplissez le chariot, voilà. Et puis quand le chariot est plein, entre guillemets, vous nous appelez. C'est-à-dire qu'il est connecté, mais comme on est une petite entreprise, je vous ai dit, des artisans de l'insertion et de l'handicap, on ne voulait surtout pas avoir un produit avec des piles, un IoT, etc., etc. La connexion, c'est vous qui l'avez dans la poche. Donc avec votre smartphone, vous flashez le QR code unique de chaque chariot. Donc avec votre smartphone, on sait où vous êtes, grâce à vous. D'accord ? On sait où est le chariot, on sait qu'on doit aller l'enlever. On a une application en back-office qui va optimiser les tournées pour pouvoir aller chercher l'ensemble des chariots dans une tournée optimisée pour dépenser le moins d'essence possible. Voilà. Et là, normalement, les PME, ils ne vont plus entasser leurs différents D3E. Alors, ce qui est arrivé souvent, malheureusement, c'est qu'on nous dise la solution est géniale, mais tu arrives trop tard, j'en ai déjà plein les placards. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire le curatif. D'accord ? On va vider les placards et on va le faire proprement. C'est-à-dire qu'après, ça sera trié, déconstruit. Et après, on évite que les gens retombent dans ces travers-là avec ce genre de solution. Un petit peu au bout de ce qu'on s'était donné comme en termes de questionnement. Et du coup, s'il y a des questions dans la salle, on va les prendre. Et donc, je ne sais pas s'il y a un micro ou si... Ouais, je la répète. Ok, très bien. Oui, voilà, je suis Gérard Boudon, je suis actuellement responsable d'urbanisme à la commune de Clermont-le-Fort, qui est une commune du Cipoval. Et dans mon passé, j'ai vécu 40 ans dans le numérique, à développer des microprocesseurs pour des applications plutôt embarquées de style téléphone portable, jeux vidéo, chez Sony et compagnie, et autres systèmes embarqués. Et il y a un point que vous n'abordez pas, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Je combats ça depuis des années, quitte à passer pour le mauvais garçon. L'utilisation de l'informatique est telle que les gens n'ont aucune notion des dépenses. C'est gratuit, ça ne pollue pas, c'est gratuit. Conséquence. Et c'est de pire en pire avec comment ça s'appelle le tout devient numérique, là, il y a un mot, je ne m'en souviens plus. La dématérialisation. Dématérialisation. Tout ce qui est administratif nous envoie des fichiers qui ont des tailles qui peuvent être de 10 à 100 fois ce qui est nécessaire. Il y a une pratique du scanner qui est épouvantable. Je ne citerai pas quelles administrations, mais toutes font pareil. C'est-à-dire qu'il y a des textes au départ qui sont sous forme numérique, qui prennent quelques kilobytes, qui nous arrivent à des mégabytes. Et c'est hallucinant parce que si on continue comme ça, on ne va pas y arriver. Parce que mais du coup, quelle est la question? Parce que j'ai toujours pas entendu la question.
Ah, il n'y a pas de questions, d'accord. Parce que en fait, j'appelais à des questions. C'était un partage. D'accord. Pourquoi on a écrit, par quoi on commence. Hmm. Je pense que là, on a toute une éducation à faire. Je n'ai pas été invité au panel, hein, donc je fais comme si j'étais invité là. Excusez-moi. Mais j'ai quand même un message derrière. Ouais. Bon, dans mon entreprise, j'ai eu un record une fois avec l'utilisation de PowerPoint. Donc j'ai renvoyé la même chose 1000 fois plus petit. Hein. À l'époque, la personne ne savait pas qu'il y avait un optimisateur d'image. Donc le point est, il y a de l'éducation à faire très rapidement sur ce que font les gens. Ils pensent que tout est gratuit. Alors le pire, c'est quand même le téléphone où on s'envoie des vidéos. En veux-tu, en voilà. Du gamin, je n'ai pas de commentaire à faire, mais ça encombre les tuyaux et ça encombre les mégabytes du téléphone. Enfin, ça c'est pas grand-chose, mais du cloud. On a tout un... Alors, il y a des catégories de professions qui sont particulièrement consommatrices. Je veux parler des architectes. Alors, les architectes, ils nous envoient des plans, mais c'est hallucinant. Et en plus, ils écrivent comme si on arrivait à voir avec une loupe. Disons qu'il n'y a aucune notion de l'utilisateur, de l'optimisation de ce qu'on fait en termes de numérique. Ok, mais... Un autre commentaire, c'est sur la récupération, le recyclage. Il faut voir quand même que les ordinateurs, ils améliorent leur performance tous les 2 ans. Ils doublent leur performance tous les 2 ans, grâce au circuit intégré. Et donc, quand vous recyclez quelque chose qui a 5 ans, j'ai quelques doutes, même si c'est une Ferrari, que ça ne devienne pas une 2 chevaux. Bon, mais ça, c'est le point de vue du concepteur. Hein. J'ai un PC personnel qui a 12 ans. Et donc, ouais. Là, on est pardon, je vais devoir vous couper là. Juste parce qu'en fait, il y a des choses qui sont je suis totalement en phase avec le début, mais là, ce que vous venez de dire, je pense que Emmanuel, je vais peut-être te laisser la parole, parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui est fondamental, la loi de Moore et comment on peut jouer avec. Et là, Emmanuel, je te laisse peut-être la parole. Alors, la loi de Moore, déjà, elle est intéressante. Alors, déjà, elle marche plus. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était tous les 18 mois, on est capable de doubler la puissance informatique, justement, par les micro-composants. Ça marche plus parce qu'on arrive sur des échelles tellement petites que là, maintenant, on est en train de se confronter aux molécules. Bon, voilà. Alors, il y a bien des choses qui vont arriver avec le quantique, mais pour l'instant, on ne les voit pas. Hein. Donc, cette loi de Moore qui marche plus, déjà, elle marche mal dès la formulation. C'est-à-dire qu'on l'a formulée en disant tous les 18 mois, je suis capable de faire 2 fois plus. Moi, je suis désolé, je voudrais la formuler autrement. Tous les 18 mois, je suis capable de faire la même chose en consommant 2 fois moins. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a formulée. L'humanité, dans son mode de fonctionnement, n'a pas formulé en se disant je peux faire la même chose en réduisant mon impact. C'est dit, tiens, je vais pouvoir accroître mon impact. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et les effets rebonds, l'IT c'est partout. La 5G sera un pur effet rebond. Il n'y a pas besoin d'avoir vu le film pour l'annoncer. Hein. C'est très très clair. Hein. Le business model de la 5G est un effet rebond. Le but, oui, je peux faire de l'efficacité énergétique sur ma donnée, mais je vais multiplier par 10 la quantité de données. Donc au global, je multiplierai par 5 mes consommations énergétiques. Ça, c'est couru. Donc oui, je vous rejoins. Après, sur les bêtes de course, j'ai suffisamment de connaissances qui ont pris le PC chez Envoi, je peux vous dire, ils sont très contents parce qu'on a des calculs, on a des PC qui sont faits pour faire de la CAO, qui ont des microprocesseurs de fou, qui coûtent très cher à la base, et au bout de 3-4 ans, bah, effectivement, avec l'obsolescence, ça vaut plus grand-chose. Mais pour le grand public, ça reste des Ferrari avec une consommation qui n'est pas celle d'une Ferrari, je vous rassure, enfin j'espère. Et à titre personnel, moi j'ai un PC qui a 12 ans. Bon, quand j'ai vu arriver Windows 10, je me suis dit, tiens, quand même, ça va peut-être pas passer. Bah, j'ai mis un Linux dessus, un Mint. Ça tourne depuis 2 ans et c'est un non-événement, quoi. Et par contre, en termes d'espace mémoire, ça me prend 2 gigas le Linux, contre 20 pour Windows 10. On va prendre une question. Merci Emmanuel, on va prendre une question rapide. Pour la survie de notre planète.
Merci pour tous ces éclairages. J'avais 3 petites questions, mais je vais les formuler très rapidement. C'est Clotilde qui décide, hein, mettre du temps. On est passé de la photo papier pour économiser les arbres au stockage, en changeant de mode d'usage. Et on laisse dormir plein de données. On a parlé de tout ce qui est serveur applicatif. On laisse dormir plein de données qui ne sont plus du tout consultées. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes peut-être d'éducation pour inciter les gens à faire ça? En termes de métriques, comment on peut aussi prendre en compte la valeur ajoutée de nouveaux usages? Je pense à la visioconférence, par exemple, on parlait des opportunités et des risques. Hein. C'est une opportunité parce qu'on peut le balancer par rapport à la réduction des transports routiers. Donc comment on peut avoir des indicateurs qui soient plus larges que le numérique? Et puis la troisième question, c'est par rapport à l'enjeu de transformation de la société. On a vu qu'avec les gilets jaunes, il fallait avoir un sens et que de sobriété, on peut aller à la décroissance. Et comment on fait pour inciter les gens à aller vers de la sobriété tout en ayant un gain d'usage qui soit positif, avec un message positif que les gens ont envie d'y aller? Ok, merci beaucoup pour les questions très pertinentes. Sur la première, est-ce que quelqu'un, sur la partie stockage, qu'est-ce que quelqu'un sur le... C'est un point qui est, oui, c'est un point qui n'est pas très clair. Il y a plusieurs modèles selon les endroits où les choses sont stockées. C'est pas très clair. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. À ma connaissance, les grands fournisseurs de stockage n'ont pas fourni de product carbon footprint, donc de fiches sur ce sujet. Et je voudrais, pour commenter tout à l'heure ce qui a été dit sur les vieux appareils ou les anciens, on doit absolument s'occuper d'augmenter la durée de vie des PC et des serveurs drastiquement et maintenant. Et c'est tout à fait possible. Chez OVH, vous avez toute une gamme qui s'appelle So You Start, une gamme qui s'appelle Qui me suffit, qui sont des serveurs dans leur 10e, 15e année, qui servent pour des sites web. C'est parfait, ça marche très bien, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Voilà. Il faut imaginer que quand un semi-conducteur est fondu, on dope le semi-conducteur avec des métaux et des atomes particuliers grâce à des gaz qu'on appelle des PFC, les mêmes que ceux qui ont fait la couche d'ozone. La quantité de PFC par unité de surface, enfin les fuites de PFC dans les usines de semi-conducteurs par unité de surface, qui sont parfaitement mesurées par les satellites, ça ne baisse pas. C'est-à-dire que la surface de semi-conducteurs fabriqués par l'industrie du semi-conducteur augmente, mais la quantité de PFC relâchée dans l'atmosphère ne baisse pas. Et c'est bien gentil de convertir les PFC en équivalent carbone, c'est-à-dire on dit tel PFC c'est tel équivalent carbone, mais si la durée de vie du PFC c'est par exemple 10 ans, parce qu'après il va être détruit par l'ozone, ça veut réellement dire qu'on a tout le forçage radiatif tout de suite, pas étalé sur 100 ans tout de suite. Donc je pense que petit à petit les gens vont comprendre et vont agir brutalement sur ces questions-là. La démesure des semi-conducteurs, c'est quelque chose de très très grave. Merci. Donc, clairement, je pense qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont être très engagées, beaucoup de jeunes qui vont être plutôt contents de voir qu'on leur propose un PC recyclé plutôt qu'un PC ancien. Voilà. Je suis un nouveau, je veux un PC neuf, ça va s'arrêter. Merci Alain. Juste peut-être prendre la dernière, est-ce que quelqu'un se sent de répondre à la dernière question, comment changer finalement, donner positivement l'envie d'aller vers de la sobriété? Est-ce que déjà rien que le mot sobriété c'est un mot piégé, hein, donc il faudra trouver autre chose, mais est-ce que quelqu'un se le sent? Ouais, pardon. Puis pour revenir aussi, la sobriété, c'est aussi une question d'usage, ça on l'a dit tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelques années. Si vous prenez l'application de la RATP à Paris, quand vous prenez un transport multimodal, vous avez l'équivalent en consommation CO2 de votre transport. Ce type d'initiative-là, ça aide les gens à se rendre compte de l'usage d'un service, pour le coup là c'est un service de transport, de quel est son impact carbone en l'occurrence, quoi. On ne sait pas faire aujourd'hui la même chose sur le numérique. C'est quoi l'impact carbone de 1 heure de navigation sur YouTube? C'est quoi ce sujet? Donc on va en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument le mesurer. Déjà, il faut être capable de le mesurer, de le traduire et de l'afficher, de le proposer aux utilisateurs directement, de leur mettre en évidence devant les yeux l'impact de leur usage du numérique au regard de la consommation énergétique. Ça, tant qu'on ne l'aura pas fait,
on pourra toujours attendre, mais on n'aura pas de réveil des consciences. Parce que les gens ne savent pas, n'ont pas la moindre idée de quelle est la consommation d'un envoi de photos ou de vidéos sur Instagram ou sur je ne sais quelle plateforme. Donc tant qu'on ne sera pas capable de faire ça, et ça passe par tous les outils de mesure qu'on a évoqués, je pense, pendant cette table ronde, et sur toute la chaîne, de la fabrication des dispositifs jusqu'à la consommation du logiciel. Et Dieu sait que c'est compliqué et qu'il y en a des étapes. Tant qu'on n'aura pas pu faire ça, on pourra attendre un réveil de conscience, on ne l'aura pas. Merci beaucoup Christophe. Donc là, ça va être l'heure de conclure. On a vu, et je voulais remercier nos 5 grands témoins qui ont pris du temps, et vraiment c'est touchant parce que ils avaient évidemment pas mal d'activités dans leur environnement professionnel. On voit qu'il y a j'espère que cette table ronde vous a donné envie de faire ces premiers pas. Il y a des solutions, elles existent. Elles passent par de la sensibilisation, de la formation, de la mesure. Donc vraiment se poser cette question, et je crois qu'il est temps de conclure. Donc merci beaucoup à la mêlée de nous avoir accueillis aujourd'hui, d'avoir pris le sujet. Et je pense que c'est un sujet qui est appelé à durer. Attendez-vous à ce que la mêlée continue à travailler le sujet de la sobriété numérique. Je pense que les 5 grands témoins sont appelés à revenir. J'ai l'impression, Clotilde. Bon après-midi.